Je suis, comme toujours, très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et que vous êtes prêts pour une nouvelle affaire aujourd'hui. Mais avant que l'on entre plus en détail dans notre affaire du jour, j'aimerais prendre quelques petites secondes pour vous parler de Pinecone Research, qui est notre partenaire du jour. Pinecone est le meilleur site de sondage rémunéré en ligne. Il s'agit là d'un leader de confiance pour exprimer les opinions des consommateurs, et ce, à l'échelle nationale. Pinecone vous permet d'être le premier à tester et à examiner des concepts émergents pour toute une variété de produits et de services différents. Et votre avis peut faire toute la différence et décider de quel produit se retrouvera vendu sur le marché ou non. Pinecone est un site exclusif, c'est-à-dire qu'il sélectionne les personnes pouvant rejoindre le site et ce en vous envoyant un questionnaire. Une fois que le questionnaire leur sera renvoyé, ils vont l'examiner de leur côté et seulement après, vous pourrez avoir accès au site. Une fois inscrit, vous allez recevoir des sondages auxquels vous allez être invité à participer. Là, par exemple, on peut voir que je n'en ai actuellement aucun. Il vous suffira ensuite de répondre à quelques questions et vous serez ensuite récompensé pour cela grâce à des points se trouvant juste ici en haut de votre écran que vous pourrez ensuite transformer en argent ou encore les dépenser dans la boutique cadeau de Pinecone. Et aujourd'hui, grâce au lien que vous allez retrouver dans la description de cette vidéo, vous allez pouvoir à votre tour découvrir tous les bénéfices de Pinecone et devenir à votre tour aussi un influenceur de la marque. Et le plus beau, c'est que vous allez être payé pour cela. Découvrez donc dès aujourd'hui Pinecone Research et devenez à votre tour une personne d'influence pour les futurs concepts émergents. Rendez-vous donc sur le lien que vous trouverez en description de la vidéo pour en apprendre un petit peu plus sur leur site. Merci encore à Pinecone de faire ce partenariat avec moi aujourd'hui. Et maintenant, place à notre affaire du jour. L'affaire d'aujourd'hui m'a clairement donné mal au crâne, à force de réfléchir un petit peu à toutes les éventualités possibles, à ce qui aurait pu se passer, à pourquoi ça s'est passé ainsi, et... Bref, je ne vous spoile pas, mais vous allez sûrement vous aussi finir avec un mal de tête. Pour notre histoire du jour, que vous ayez un petit cœur sensible ou un estomac bien accroché, vous pouvez vous installer confortablement car on va commencer. Annie Christina Borgenson est née le 7 février de l'année 1975 et grandit dans la ville de Tibro située en Suisse. Annie vit entourée de ses parents et de ses 3 frères et sœurs qui tiennent une place extrêmement importante dans sa vie. Pour elle, il n'y a rien de plus important que la famille. Annie n'a jamais été quelqu'un de particulièrement réservé. Elle adore entamer des conversations avec les gens qui l'entourent et est extrêmement intéressée par toutes les différentes cultures qui existent. Elle parle d'ailleurs couramment le suédois, le hongrois, le finlandais, l'anglais et le français, ce qui est plutôt impressionnant. Bref, Annie est décrite comme quelqu'un plein de joie de vivre et plutôt bien dans sa peau. Elle est d'ailleurs particulièrement fière de ses longs cheveux dont elle prend le plus grand soin. Elle est aussi très athlétique et fait énormément attention à sa santé en pratiquant plusieurs sports, notamment la natation 2 fois minimum par semaine, et elle fait très attention à ce qu'elle mange. Elle mange extrêmement équilibré. L'une de ses plus grandes passions se trouve être les voyages. Elle adore rencontrer des gens de différents horizons et découvrir de nouvelles choses. C'est ainsi qu'en 2004, à l'âge de 29 ans, elle décide de quitter sa Suisse natale pour aller étudier l'anglais à Édimbourg, en Écosse, plus précisément dans l'école de langue de Aspect. Sa décision d'aller s'installer en Écosse n'est pas anodine. Annie a eu un véritable coup de cœur pour le pays lors d'un voyage quelques mois plus tôt et à ce moment-là a eu pour projet donc de s'y installer définitivement. Cependant, à la fin de ses études d'anglais, elle n'a d'autre choix que de retourner en Suisse dû à l'expiration de son permis d'études, mais ne compte pas pour autant renoncer à sa vie en Écosse. Depuis la Suisse, elle postule à plusieurs endroits différents dans l'espoir d'obtenir un permis de travail d'une compagnie, ce qui lui permettrait de retourner sur place. Et il ne lui faudra d'ailleurs pas attendre très longtemps avant de recevoir une proposition d'emploi du Scotch Whisky Heritage Centre, qui est une exposition au centre d'Édimbourg plutôt populaire auprès des touristes. Et c'est donc au mois de février de l'année 2005 que Annie, tout fraîchement âgée de 30 ans, fait ses bagages et retourne direction l'Écosse. Mais malheureusement, à ce moment-là, elle n'avait un permis de travail que de 6 mois. À la fin de ces 6 mois, même chose, elle se retrouve à devoir aller en Suisse et essayer par tous les moyens de pouvoir retourner en Écosse. Elle n'est pas prête à lâcher l'affaire.
Et d'ailleurs, sa meilleure amie ainsi que sa mère affirment toutes les deux que Annie avait une totale obsession pour l'Écosse et que pour elle, il n'y avait absolument aucun doute, c'est là-bas qu'elle allait vivre et s'installer définitivement. Elle continue donc de chercher des jobs à distance, mais réalise au bout de 2 mois que cela ne la mène à rien et décide tout simplement de faire ses bagages, de retourner sur place en tant que touriste et de chercher du travail directement à Édimbourg. Et c'est en octobre de l'année 2005 qu'elle fait de nouveau ses bagages direction l'Écosse en espérant que cette fois-ci soit la bonne. Et effectivement, il va s'agir là de la toute dernière fois qu'Annie aura à voyager entre la Suisse et l'Écosse, mais la raison derrière cela est bien plus sinistre que ce qu'elle n'espérait. Malgré le fait qu'elle ait maintenant passé un certain temps en Écosse, Annie ne semble pas s'être fait beaucoup d'amis. Sa famille et ses amis en Suisse expliquent d'ailleurs qu'elle passait une majeure partie de son temps seule. Elle sortait bien souvent le soir dans des bars ou dans des clubs justement dans l'espoir de pouvoir créer des relations et de rencontrer du monde. Et justement, un soir où Annie se trouve dans un club, un jeune homme vient l'aborder et se présente comme étant Martin Leslie, qui se trouve être un joueur de rugby néo-zélandais, mais qui jouait à ce moment-là dans l'équipe écossaise. Annie reconnaît immédiatement ce nom et est flattée de voir qu'une personne de son importance lui adresse la parole. Je vous rappelle qu'Annie est une grande sportive et aussi une très grande fan de sport. Donc même si elle ne sait pas exactement à quoi il ressemble, elle connaît le nom de Martin Leslie car elle l'a déjà entendu dans le passé. Tous les deux vont alors discuter une très bonne partie de la soirée et partager même une bouteille de champagne. Annie a une relation extrêmement fusionnelle avec sa mère, Gudge, ou Gudji, je sais pas comment prononcer ça, je suis vraiment désolée. Je fais de mon mieux. Mais elle est vraiment une relation très fusionnelle avec sa mère. Les deux s'appellent pratiquement tous les jours. Et c'est à peu près au moment de sa rencontre avec Martin Leslie que la mère d'Annie va réaliser que sa fille commence à se comporter de manière très étrange. Elle a l'impression que sa fille devient de plus en plus erratique et qu'elle a de plus en plus de mal à s'exprimer et dit des choses plutôt étranges. D'après elle, Annie a l'air constamment stressée et nerveuse, comme si elle sentait que quelque chose était sur le point de lui arriver. Un jour d'ailleurs, Annie va appeler son petit frère pour lui demander si, d'après lui, il est possible que quelqu'un suive l'activité en ligne d'une autre personne et voit les recherches que cette dernière personne fait depuis son ordinateur. Son frère lui répond alors que oui, il est techniquement possible de faire cela car à ce moment-là, les technologies commencent à évoluer de plus en plus. Donc, il n'est pas impossible que quelqu'un puisse suivre l'activité de quelqu'un d'autre depuis son ordinateur. Mais lorsqu'il lui demande pourquoi elle lui pose cette question, Annie va totalement se refermer sur elle et changer de sujet. Ni elle, ni son frère ne vont jamais reparler de cela. Et durant tout le mois de novembre, les conversations étranges de ce genre vont s'enchaîner entre Annie et ses proches. En plus de poser des questions très étranges, elle se met à appeler ses parents parfois en plein milieu de la nuit. Ces derniers, bien évidemment, ne répondent pas car ils dorment tout simplement. Et lorsqu'ils tentent de joindre leur fille le lendemain, très souvent ils n'ont plus de ses nouvelles et ce durant même plusieurs jours. Ceci les inquiète un peu car ça ne ressemble absolument pas à Annie, mais ils se rassurent en se disant qu'elle est peut-être très occupée ou très fatiguée, ou peut-être même un petit peu déprimée du fait qu'elle ait du mal à trouver un emploi. Mais fin novembre, les choses semblent enfin aller de mieux en mieux pour la jeune femme. Elle commence à recevoir des retours des CV qu'elle a précédemment déposés et a même plusieurs entretiens d'embauche. À côté de sa recherche d'emploi, elle continue sa petite routine et se prépare pour les fêtes de Noël qui approchent. Annie a pour habitude d'aller nager dans une salle de sport avec piscine non loin de chez elle plusieurs fois par semaine. Elle y va toujours seule car elle ne connaît personne dans son entourage qui est aussi passionné par la natation qu'elle l'est. Mais le 30 novembre 2005, elle y croise un visage lui étant plutôt familier. Il s'agit là de Martin Leslie, le joueur de rugby. Martin ne semble pas du tout être surpris de tomber sur Annie et lui confie même être venu dans l'espoir de la croiser. Ce qui va mettre Annie extrêmement inconfortable, car elle a beau se repasser toutes les discussions qu'elle a eues avec Martin durant leur échange, à aucun moment elle ne se souvient avoir mentionné pratiquer la natation et encore moins venir dans ce centre sportif en particulier. Cette rencontre va énormément la chambouler et elle commence même à se demander si l'homme à qui elle parle est bien la personne qu'il prétend être. Le 1er décembre, la famille d'Annie tente de la contacter mais n'a aucune réponse de sa part. Ce jour-là, elle a une journée plutôt bien chargée et le soir a prévu de se rendre dans un bar, toute seule de nouveau. Mais quelle n'est pas sa surprise lorsqu'elle passe la porte du bar et tombe nez à nez avec Martin Leslie, un verre de champagne à la main, s'avançant directement vers elle. Il lui tend alors le verre et lui propose de le boire en sa compagnie. Mais Annie à ce moment-là devient de plus en plus inquiète envers cet homme plutôt étrange qui semble la suivre un peu partout à travers la ville et refuse.
De plus, n'ayant pas vu le verre être versé, elle décide de ne pas prendre de risque, de peur que quelque chose ait peut-être été mis à l'intérieur du verre. Elle va d'ailleurs parler de ce sentiment d'insécurité vis-à-vis de l'homme dans un long message qu'elle va ensuite envoyer à l'une de ses amies en Suisse. Message dans lequel elle mentionne être plutôt effrayée par le fait qu'il arrive toujours à savoir à quel endroit exactement elle se trouve et à toujours tomber sur elle par hasard. Et ces interrogations vont s'avérer justes car il sera découvert un peu plus tard que l'homme en question n'est absolument pas Martin Leslie. Le véritable Martin Leslie était à ce moment-là en Nouvelle-Zélande et aucunement en Écosse. L'identité de l'inconnu n'a jamais été découverte. On ne sait donc pas s'il a quelque chose à voir dans ce qui va arriver ensuite à Annie ou non. La journée du 2 décembre est une journée plutôt ordinaire. Dans l'après-midi, Annie se rend à son ancien job où elle prend le temps de s'asseoir et de discuter avec ses anciens collègues. Mais elle reçoit alors un appel de sa mère plutôt inquiète de ne pas avoir eu de nouvelles de sa fille de toute la journée. Annie décroche et lui explique ne pas pouvoir discuter actuellement car elle est en compagnie de ses anciens collègues. Sa mère va alors lui demander de la rappeler aussi vite que possible car elle s'inquiète énormément pour sa fille qui, ces derniers jours, a commencé à avoir de nouveau un comportement plutôt étrange. Annie lui répond qu'elle va voir ce qu'elle peut faire et ajoute qu'il est temps pour sa mère d'accepter qu'elle prenne soin d'elle-même. Sa mère est alors sous le choc de cette conversation avec Annie. Elle a l'impression de discuter avec une inconnue totale et lui demande de la rappeler le plus vite possible pour éclaircir les choses. Annie ne va malheureusement jamais rappeler sa mère. Quelques heures plus tard, cependant, elle reçoit un appel de l'une de ses amies depuis la Suisse et Annie lui confie être extrêmement excitée par la soirée qui est à venir. Elle explique être invitée à une petite fête avec certains de ses amis et a bien hâte de pouvoir se relaxer en compagnie de personnes qu'elle connaît. Les deux jeunes femmes raccrochent et cette conversation est la toute dernière conversation téléphonique qu'Annie va avoir. Le 3 décembre 2005 à 13h20, Annie discute avec l'une de ses voisines. Durant l'échange entre les deux femmes, sa voisine remarque qu'Annie semble être plutôt perturbée par quelque chose. Elle n'explique pas exactement de quoi il s'agit mais mentionne très rapidement un petit panique et le fait qu'elle souhaite faire du changement dans sa vie mais n'en dira pas plus. Moins d'une heure plus tard, des caméras de surveillance la capturent à l'intérieur de la gare de TGV de Glasgow et des transactions bancaires localisées depuis l'intérieur de la gare sont effectivement retrouvées sur son relevé bancaire. Ce qui va cependant énormément intriguer est le fait que Annie vit à environ 1h45 en transport en commun de la gare et ne conduit pas. Il est donc plutôt étrange qu'elle ait été aperçue à son logement à 13h20 et à la gare se situant à 1h45 de son logement seulement 45 minutes plus tard. Comme elle ne conduit pas et n'a pas de voiture, il est impossible qu'elle se soit rendue là-bas d'elle-même, mais il est possible que quelqu'un l'y ait déposée. À savoir qui maintenant ? Bref, sur les caméras de surveillance, on peut donc voir Annie se rendre à un guichet automatique pour tenter de retirer de l'argent. Elle a à ce moment-là plus de 300 livres sur elle. Elle va cependant essayer de retirer un 100 livres de plus, mais la machine va lui décliner cela. Elle tente ensuite de retirer 50 livres et même chose, son retrait est refusé. Elle quitte alors les lieux à 15h15 et on la retrouve ensuite sur les caméras de surveillance de l'aéroport de Prestwick qui est situé presque totalement à l'opposé du pays. Elle semble errer sans but précis à l'intérieur de l'aéroport et finit par disparaître. Elle réapparaît ensuite sur une autre caméra de surveillance, toujours à l'intérieur du même aéroport, mais elle se dirige cette fois vers la sortie de ce dernier, celle qui mène directement sur le parking. Elle reste là environ 3 minutes et semble extrêmement contrariée. Elle va finir par rentrer de nouveau et traverser l'aéroport pour se diriger vers la sortie de ce dernier et disparaître à ce moment-là des caméras de surveillance. Vers 16h, des caméras de surveillance la capturent en train de marcher dans les rues de la ville de Prestwick, qui est la ville où se trouvait justement l'aéroport. On la voit alors marcher le long d'une avenue très fréquentée. Elle semble de nouveau marcher sans but précis. Et d'ailleurs, hormis pour prendre l'avion, Annie ne s'est jamais rendue dans la ville de Prestwick. Elle ne connaît donc absolument pas le quartier. Cette brève apparition va être la dernière d'Annie Borgenson, car le lendemain matin, à 8h30, le 4 décembre, son corps sans vie est retrouvé par un homme qui était en train de promener son chien sur la plage de Prestwick. Son corps est donc retrouvé sur la plage, placé sur le dos. Il est entièrement recouvert de sable et d'algues marines et à côté de son corps sont retrouvés son sac à dos ainsi qu'une veste verte. La police arrive immédiatement sur les lieux et est capable de l'identifier grâce à ses papiers d'identité retrouvés à l'intérieur du sac à dos au milieu de ses affaires personnelles. Sa famille est bien évidemment tout de suite prévenue et une enquête a alors lieu. C'est à ce moment-là que tout un tas d'incohérences vont commencer à voir le jour.
Tout d'abord, les vêtements retrouvés sur le corps d'Annie ne correspondent pas avec ceux aperçus sur les caméras de surveillance. Son sweat rouge a disparu et son t-shirt est totalement différent. Il est bien évidemment possible qu'elle se soit changée, mais cela intrigue tout de même les policiers car lorsqu'elle est aperçue sur les caméras de surveillance, on peut voir que son sac n'a pas l'air très rempli. On peut donc très difficilement imaginer que des vêtements de rechange s'y soient trouvés. Autre chose, les parents d'Annie ont tout de suite prévenu les policiers que cette dernière ne se déplaçait jamais sans un petit carnet qu'elle avait toujours avec elle pour prendre des notes ou encore pour y ranger son argent ou alors ses billets d'avion, billets de train lorsqu'elle voyageait. D'après ses parents, il est absolument impossible qu'elle ait quitté son domicile sans ce fameux carnet, mais pourtant aucune trace de ce dernier va être trouvée ni à côté d'elle ni encore dans son sac à dos. Une autopsie a alors lieu et il est découvert que de l'eau est présente dans ses poumons et dans ses voies respiratoires, mais aucun test plus précis ne va être réalisé pour vérifier s'il s'agit là d'eau salée ou non, ce qui aurait pu aider à déterminer si la cause de sa mort se trouvait être une noyade ou non. Une légère blessure est retrouvée au niveau de son visage, mais même chose, aucune attention particulière n'y est portée. Et il est déclaré qu'elle avait très probablement cette dernière déjà avant sa mort, ou encore qu'il s'agit peut-être là d'une blessure post-mortem à cause du mouvement des vagues l'ayant peut-être poussée sur un rocher. Je vous rappelle cependant que son corps a été retrouvé sur le dos, il y a donc très peu de chances que le mouvement des vagues ait pu faire en sorte que son visage se soit éraflé sur des graviers ou sur un rocher. Une très petite quantité d'alcool va aussi être retrouvée dans son système, mais il s'agit là d'une quantité tellement minime qu'il est absolument impossible qu'elle ait perdu conscience à cause de cela. Son taux d'alcool était si bas qu'elle aurait pu conduire une voiture sans avoir le moindre souci. Finalement, les policiers finissent par conclure qu'il s'agit là d'un suicide et referment l'enquête. Mais la famille d'Annie refuse catégoriquement d'accepter la théorie comme quoi cette dernière aurait mis fin à ses jours. Elle n'a jamais montré un quelconque signe de dépression et passé son temps à faire des projets pour son futur. Il est absolument impossible pour eux qu'il s'agisse là d'un suicide. Le corps d'Annie est envoyé depuis l'Écosse jusqu'en Suisse, où les parents d'Annie vont demander qu'une deuxième autopsie ait lieu. Et étrangement, cette deuxième autopsie va révéler bien plus de choses. À commencer par la présence de bleus qui sont retrouvés un peu partout sur son corps et qui n'ont pas été mentionnés lors de la première autopsie. Un énorme coup au niveau de son crâne va d'ailleurs être retrouvé, laissant penser qu'elle est peut-être tombée vers l'arrière et s'est blessée, mais laissant aussi la théorie du meurtre possible. Peut-être quelqu'un l'a-t-il assommée avant de la tuer. Il est aussi très probable que ce bleu soit dû au fait que le corps est resté en position allongée pendant très longtemps, causant donc un amas de sang au niveau du crâne. Les parents d'Annie vont regarder près d'une centaine de fois les images capturées par les caméras de surveillance pour s'assurer qu'il s'agisse bien là de leur fille. Mais au plus ils regardent les vidéos, au plus le doute s'empare d'eux et ils commencent à penser qu'il s'agit peut-être tout simplement là de quelqu'un lui ressemblant très fortement. Il faut savoir que les images sont extrêmement pixelisées, il est donc très compliqué de voir nettement les traits du visage. Mais malgré ce doute de savoir si Annie s'est bel et bien rendue à l'aéroport ou non le jour précédant sa mort, ce dont ses parents sont absolument certains, c'est qu'il ne s'agit pas du tout là d'un suicide et que sa mort cache très probablement quelque chose de bien plus sombre. Ce qui leur met d'ailleurs la puce à l'oreille est le fait que son carnet n'a pas été retrouvé dans ses effets personnels, car d'après eux, il est absolument impossible qu'elle ait quitté la maison sans ce fameux carnet. Ils se disent donc qu'à l'intérieur se trouvaient peut-être des renseignements sur son assassin, et que ce dernier, après avoir mis fin à ses jours, l'a emporté avec lui pour s'assurer que personne ne le retrouve. Peut-être qu'Annie avait mentionné à l'intérieur de son carnet avoir rendez-vous avec cette fameuse personne à l'aéroport ou encore à la plage où son corps a été retrouvé. Après avoir appris la nouvelle, l'une des amies très proches d'Annie, qui est accessoirement aussi sa coiffeuse, a affirmé que cette dernière avait prévu de se rendre en Suisse pour faire une surprise à sa famille. Elle n'était au courant de cela que parce qu'Annie l'avait contactée pour prendre rendez-vous avec elle pour que cette dernière lui coupe les cheveux. Le rendez-vous avec son amie suédoise était prévu 2 jours seulement après sa mort, ce qui laisse à penser qu'il s'agissait très probablement là d'Annie sur les vidéos de surveillance, mais ce qui est étrange, c'est qu'elle n'a à aucun moment acheté de billet d'avion pour se rendre jusqu'en Suisse. Il est possible qu'elle ait décidé d'acheter le billet à la dernière minute à l'aéroport. Mais ce qui est étrange, c'est qu'aucun billet d'avion n'a été retrouvé sur elle, et à aucun moment elle n'a été aperçue se rendre à un guichet pour essayer d'acheter un billet d'avion ou encore connaître les prix, ou alors l'horaire du prochain vol en direction de la Suisse. Très peu de temps après la découverte du corps, un homme a contacté la police et leur a affirmé avoir vu une jeune femme ressemblant très fortement à Annie sur la plage où son corps a été retrouvé la veille à 16h30.
Il passait sur la promenade qui longeait la plage avec un ami et a assuré avoir vu une jeune femme au loin dont la morphologie ressemblait énormément à celle d'Annie. D'après lui, la jeune femme ne bougeait pas du tout et fixait l'océan d'une manière plutôt étrange. L'homme en question n'est pas 100% sûr qu'il s'agissait bien là d'Annie, mais en tout cas ça n'est pas impossible du tout. La deuxième autopsie n'ayant apporté aucune information supplémentaire, la mère d'Annie décide de faire tout ce qui est en son possible pour en découvrir plus sur les derniers jours de sa fille, sur les personnes qu'elle fréquentait, si elle avait peut-être prévu de rencontrer quelqu'un en particulier dans ces derniers jours, et j'en passe. Elle va alors fouiller entièrement l'ordinateur portable ainsi que le téléphone portable d'Annie qui lui ont été envoyés depuis l'Écosse en même temps que son corps, et à sa grande surprise, elle va découvrir que ces derniers sont totalement vides. Son ordinateur ne contenait plus rien du tout. Plus la moindre trace de aucun email, même chose pour son téléphone portable, plus aucun SMS, plus aucune discussion, tout avait été effacé. Ce qui d'après la mère d'Annie est vraiment étrange, car Annie était le genre de personne à aimer justement conserver ses discussions avec ses proches, et notamment les discussions qu'elle avait avec sa mère qui étaient très importantes pour elle et qu'elle n'aurait jamais supprimées. Durant l'investigation, il est aussi découvert que Annie avait pour habitude de contacter ses parents depuis des téléphones publics et non pas depuis son téléphone portable. La mère d'Annie se souvient d'ailleurs d'une conversation avec sa fille où cette dernière lui demandait de ne pas l'appeler sur son téléphone portable, affirmant qu'ils écoutaient ses conversations. Sur le coup, elle a cru que « il » faisait référence à ses voisins ou encore ses colocataires. Mais au vu de ce qui est arrivé à sa fille, elle se demande de plus en plus ce qu'elle voulait dire par là. Durant les semaines suivant la disparition d'Annie, la mère de cette dernière reçoit à plusieurs reprises des appels téléphoniques venant de numéros masqués et à chaque fois qu'elle décrochait, la personne à l'autre bout du fil raccrochait immédiatement. Ceci va bien évidemment l'inquiéter énormément et avec le temps elle se met même à penser qu'il s'agit peut-être là de l'assassin de sa fille qui essaie de rentrer en contact avec elle. Tout un tas de théories plus folles les unes que les autres voient alors le jour, notamment une qui est probablement celle qui a fait le plus parler, qui affirme que Annie a tout simplement été la victime d'un crime organisé complètement raté. Le nom complet d'Annie se trouve être Annie Christina Borgenson. Et il se trouve qu'il existe une journaliste américaine du nom de Christina Borgenson, se trouvant au moment de la mort d'Annie dans une position plutôt inconfortable avec la Maison Blanche. Cette dernière a sorti un documentaire retraçant d'un accident d'avion plutôt intense ayant eu lieu en juillet de l'année 1996. Lors de cet accident, au décollage, l'avion a totalement explosé, tuant immédiatement les 230 passagers qui se trouvaient à bord. Christina a alors commencé à penser que ceci était un crime organisé et a questionné les dirigeants du pays à de nombreuses reprises, leur posant des questions sans le moindre filtre pour les mettre extrêmement mal à l'aise. Elle n'était donc pas forcément bien vue des politiciens du pays, et c'est pourquoi cette rumeur comme quoi la CIA serait derrière le meurtre a vu le jour. Certaines personnes pensent donc que la CIA a tenté d'éliminer Christina Borgenson, mais par erreur a éliminé Annie Borgenson. Le plus fou, et ce qui je pense personnellement a mis les gens sur cette piste, est le fait que Christina se trouvait elle aussi en Écosse seulement 7 semaines avant le meurtre de Annie. Cette théorie me semble tout de même un peu tirée par les cheveux, car au final, à part partager le même nom et être toutes les deux blondes, les deux femmes ne se ressemblent pas du tout, et d'ailleurs Christina a 20 ans de plus qu'Annie. L'affaire étrange de la mort de Annie Borgenson est donc à ce jour un mystère complet, et ce malgré que de nombreuses personnes aient tenté de percer le mystère et de découvrir ce qui a bien pu arriver à la jeune femme. Sa mort est toujours classée à ce jour comme étant un suicide. Mais espérons qu'un jour nous allons enfin avoir des réponses quant à cela, à savoir si effectivement elle s'est bien donné la mort ou si quelqu'un est responsable de sa disparition. Voilà donc qui conclut notre affaire du jour dédiée à Annie Borgenson. Je n'arrive plus à dormir depuis que je l'ai découverte. Je ne peux pas m'empêcher de réfléchir à toutes les choses qui se sont passées durant cette affaire, à prendre tous les petits indices, comme si j'allais être capable moi-même de découvrir ce qui s'est passé. Mais ça me rend folle. Ça me rend folle. N'hésitez pas à votre tour à me partager vos avis et théories sur cette affaire en commentaire. Et si ça n'a pas encore été fait, surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite alarme pour être informé des futures publications de mes vidéos. Merci encore à Pinecone Research d'avoir fait ce partenariat avec moi sur cette vidéo. Et n'oubliez pas de cliquer sur le lien en description pour devenir à votre tour un influenceur de la marque et être rémunéré pour cela. Merci encore d'avoir été présent aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires toutes plus glauques les unes que les autres. Bye!